Elle avançait toujours avec une pudeur que l'on prenait pour du silence, alors qu'elle portait en elle une tempête de lucidité. C'est ainsi que beaucoup décrivent Sofia Coppola aujourd'hui, une femme dont la douceur ne masque plus la détermination et dont la réserve finit un jour par devenir un langage entier. À 54 ans, elle accepte enfin de revenir sur une période qu'elle a longtemps laissée dans l'ombre, les années d'incompréhension, parfois de solitude intérieure, qu'elle a partagées avec Spike Jonze. Il ne s'agit pas d'un règlement de compte, ni d'un récit amer. Ce qu'elle raconte aujourd'hui, c'est une traversée, une zone intermédiaire où deux artistes, tous deux hypersensibles, tentaient de vivre ensemble, alors qu'ils apprenaient encore à se comprendre eux-mêmes. On croyait se parler, mais on parlait chacun dans notre propre langue, murmure Sofia dans un entretien récent. Cette phrase presque anodine résume pourtant 10 ans d'hésitation, de non-dits, de moments suspendus où chacun cherchait l'autre sans vraiment le trouver. Au début, leur histoire fascinait Hollywood. On les imaginait comme un couple de cinéma, deux créateurs visionnaires, deux enfants de la culture alternative des années 90, deux talents avec un monde intérieur immense. Mais derrière les images soigneusement capturées par la presse, il y avait ce qu'on ne voyait pas, un malaise diffus, une distance qui s'amplifiait malgré l'affection, une difficulté profonde à s'accorder sur le rythme, sur les mots, sur la manière d'exister côte à côte. Si Sofia parle aujourd'hui, c'est parce qu'elle estime que le temps a fini son travail. Je n'ai plus la colère, plus la peine brute. Il ne reste que la compréhension. Et peut-être la gratitude, explique-t-elle. Elle le fait aussi parce que sa carrière a pris un sens nouveau, celui de transformer les blessures en récits, les silences en matière artistique. Elle dit que raconter à cet âge-là, ce n'est plus remuer le passé. C'est reconnaître ce qu'il lui a appris. Mais pourquoi cette confession maintenant? Parce que ses filles grandissent et posent des questions. Parce qu'elle a retrouvé en relisant ses journaux une version d'elle-même qu'elle avait presque oubliée. Et parce qu'elle sait que derrière l'image polie de sa filmographie, il existe une histoire intime qui éclaire tout le reste. Alors que s'est-il réellement passé entre Sofia Coppola et Spike Jonze? Comment deux esprits aussi brillants ont-ils pu glisser lentement vers une incompréhension durable? Et surtout, que reste-t-il aujourd'hui de cette relation qui a façonné une partie de leur art? Ils s'étaient croisés des dizaines de fois dans les couloirs de studio, lors de projections privées dans ces soirées un peu timides de la scène indépendante où l'on préférait parler musique plutôt que succès. Mais la rencontre véritable, celle qui compte, n'a pas eu lieu sous les projecteurs. Elle s'est produite dans un moment presque anodin, lorsque la carrière de chacun commençait à prendre forme, sans pour autant prendre toute la place. Sofia raconte qu'elle avait alors 24 ans, encore habitée par l'ombre tutélaire de son père, mais cherchant déjà une voix qui ne ressemblerait qu'à la sienne. Spike lui appartenait à un autre univers, celui du skateboard, des clips musicaux, de la culture urbaine, qu'il filmait avec une énergie brute. Deux mondes que tout semblait opposer, mais qui portaient pourtant la même quête, raconter la fragilité humaine sous un angle inattendu. Ce soir-là, il m'a demandé ce que je voulais vraiment filmer, se souvient Sofia. Elle hésita quelques secondes, puis répondit « les états d'âme », ce qu'on n'ose pas dire. Spike sourit presque surpris qu'elle nomme si simplement ce qu'il cherchait lui-même. Ce fut le premier signe qu'il partageait une sensibilité rare, cette façon de percevoir les autres comme des paysages intérieurs plutôt que comme des silhouettes. Leur rapprochement ne fut pas fulgurant mais progressif, construit sur les petites conversations qu'on oublie parfois de noter, celles où deux êtres se reconnaissent sans le savoir. Ils parlaient de leurs influences, de leurs doutes, de ce besoin presque douloureux de créer pour comprendre le monde. Elle avait une manière de m'écouter sans juger, d'une attention presque désarmante, dira Spike des années plus tard. Sofia, elle retient surtout le sentiment d'être vue non pas comme la fille d'eux, mais comme une artiste en construction. Les premiers émois furent simples, deux jeunes créateurs dans un Los Angeles, en mutation, animés par le même désir de faire différemment. Ils se retrouvaient dans des cafés sans prétention, dans des salles de montage où la nuit semblait toujours plus courte que prévu, dans ces endroits où l'on parle mieux parce que personne n'écoute. Ici, la voix off ralentit comme pour souligner que tout commence souvent ainsi, dans des gestes minuscules, dans des détails qui deviennent fondateurs. À l'époque, Sofia préparait ce qui deviendrait The Virgin Suicides. Spike réalisait des clips qui redéfinissaient le langage visuel des années 90. Ils s'admiraient en silence. Ils s'inspiraient sans le dire. Mais déjà, quelque chose apparaissait, une différence de rythme.
lui avançait vite portée par l'énergie du mouvement, l'expérimentation permanente. Elle construisait autrement, avec des silences, avec du temps, avec une lenteur qui n'était pas de l'hésitation, mais une méthode. Elle raconte aujourd'hui, au début, cette différence nous rapprochait. C'était comme regarder le monde depuis deux fenêtres différentes. Mais ce contraste si beau dans la découverte deviendra plus tard le centre de leur incompréhension. Ce soir-là, le premier où ils se sont vraiment parlé trop longtemps, ils marchèrent dans une rue presque vide après une projection. Spike lui demanda si elle croyait au destin artistique partagé. Elle répondit « Je crois aux rencontres qui nous façonnent, pas aux promesses. » Il rit doucement comme quelqu'un qui comprend avant même de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Cette nuit-là, ils ne se quittèrent pas parce qu'ils étaient amoureux, pas encore, mais parce qu'ils n'avaient pas terminé de parler. Et parfois dans la vie de deux artistes, c'est la parole qui ouvre la porte. Le reste suit. En revoyant ces années, Sophia ne cherche pas à embellir. Elle dit les hésitations, la timidité, l'élan qui surprend. Elle dit aussi l'insouciance d'une époque où personne n'imaginait encore les malentendus à venir. Nous étions jeunes sincères et persuadés que la passion créative pourrait tout résoudre, confie-t-elle. Mais les passions, lorsqu'elles avancent à des vitesses différentes, finissent toujours par créer un léger décalage. Un décalage presque invisible au début, mais déjà présent. C'est ici que la voix off s'interrompt presque en suspension, comme si elle laissait entrer un doute que les deux jeunes gens ignoraient encore. Car ce que personne ne voyait dans cette rencontre pleine de promesses, c'est que leurs univers allaient bientôt s'entrechoquer. Le succès allait arriver massif, exigeant. Et avec lui, cette pression silencieuse qui transforme les sensibilités en remparts. On les voyait partout sans qu'ils cherchent jamais à occuper le devant de la scène. Sofia Coppola et Spike Jonze appartenaient à cette génération d'artistes qui redessinaient la sensibilité américaine chacun dans sa zone, chacun avec son rythme. Au tournant des années 2000, leur ascension semblait parallèle, presque chorégraphiée, à elle, l'élégance mélancolique d'un cinéma intimiste qui captivait les festivals. À lui, l'audace visuelle, la nervosité douce qui révolutionnait les clips et bientôt les scénarios de fiction. Deux trajectoires fulgurantes, deux univers très personnels. Et pourtant, un même souffle. Sofia venait de présenter The Virgin Suicides. La critique y voyait une promesse rare, un regard féminin fragile, maîtrisé, capable de transformer un silence en scène entière. Spike, de son côté, surprenait Hollywood avec Being John Malkovich, un film qui ne ressemblait à rien de ce qui existait alors. Leurs succès n'étaient pas seulement parallèles, ils étaient complémentaires. Comme si le monde avait soudain compris la valeur de leur singularité. À cette époque, on était fiers l'un de l'autre, confie Sofia. Elle se souvient des soirées où Spike rentrait tard après un montage épuisant et où elle lui faisait écouter une composition qu'elle envisageait pour son prochain film. Il hochait la tête, posait quelques questions puis murmurait souvent la même phrase. « Continue. C'est toi. » Cette simplicité aujourd'hui lui manque. Leur maison était devenue une sorte de carrefour créatif. Des musiciens, des scénaristes, des photographes, des amis d'amis passaient, s'asseyaient, discutaient de leurs projets. Parfois, le silence remplaçait la parole. Chacun travaillait dans une pièce différente, un casque sur les oreilles, concentré sur une histoire qui n'avait pas encore de forme. On ne se parlait pas beaucoup, mais on était ensemble, dit-elle aujourd'hui avec un sourire doux. Et pourtant, dans cette effervescence, quelque chose se dessinait déjà, le contraste entre leur manière de vivre la réussite. Spike vivait la sienne comme un mouvement constant. Il aimait l'énergie, le tournage rapide, les collaborations multiples, la surprise du lendemain. Sofia, elle avait besoin de lenteur, de retrait. Elle construisait ses films comme on construit une mémoire, avec précaution, avec écoute, avec pudeur. Les premières tournées de promotion révélèrent ces différences. Elle supportait mal l'exposition médiatique, les interviews trop personnelles, les remarques sur son héritage familial. Spike, au contraire, s'adaptait avec aisance. Il plaisantait, dédramatisait, s'amusait du jeu hollywoodien sans jamais s'y perdre complètement. Il restait pourtant soudé, ou du moins c'est ainsi que cela apparaissait. Car derrière les images des tapis rouges, il y avait une réalité qu'on ne montre pas, les nuits trop courtes, les doutes qui reviennent lorsque le bruit s'éloigne, et cette étrange solitude qui accompagne parfois le succès. Lorsque Sofia prépare Lost in Translation, elle traverse une période de sensibilité extrême. Le projet lui tient à cœur d'une manière qu'elle n'avouera que plus tard,
C'est un film sur la distance, sur l'incompréhension silencieuse, sur deux êtres qui se croisent sans réussir à se dire l'essentiel. Elle est écrite en marchant, en voyageant, en observant. Spike lui crée en immersion brève, mais intense. Deux méthodes opposées, mais qui faisaient tout leur force, jusqu'à ce qu'elles commencent à s'entrechoquer. Durant ces années, leurs œuvres semblaient parfois se répondre sans qu'ils le veuillent. Plusieurs années plus tard, sera lu comme une confession voilée de Spike. Lost une translation comme une image inversée de ce qu'elle vivait alors. Mais à l'époque, personne ne parlait de cela. Et eux encore moins. Sophia raconte que dans cette période de gloire, elle ressentait deux émotions contradictoires. La fierté immense d'être reconnue pour ce qu'elle créait. Et une inquiétude silencieuse qui s'installait sans qu'elle puisse la nommer. On avançait côte à côte, mais parfois, je ne savais plus si on regardait dans la même direction. Les soirées de célébration, les festivals, les trophées, tout cela devenait une musique de fond. La vraie vie, elle continuait à l'intérieur. Avec ses doutes, ses maladresses, ses différences de besoins. Le succès amplifie tous les joies comme les fragilités. À force de courir chacun de son côté, lui dans plusieurs projets simultanés, elle dans des réflexions lentes et profondes, ils commencèrent à se frôler plutôt qu'à se rejoindre. La voix off ralentit ici presque comme un signe avant-coureur. Car si ces années furent somptueuses, fondatrices, elles portaient aussi en germe les premières fissures. Des décalages infimes, presque imperceptibles, mais qui avec le temps allaient devenir des distances réelles. On croit toujours que les fissures apparaissent d'un coup, mais non. Elles s'installent en silence comme une ombre qui avance sans bruit et que l'on ne remarque qu'une fois qu'elle a recouvert tout le mur. Pour Sophia et Spike, ces fissures prirent d'abord la forme de petits décalages. Rien de grave, rien de spectaculaire, juste des absences, des gestes manqués, des phrases laissées en suspens. Mais alors, quand ont-ils commencé à se perdre de vue tout en vivant dans la même maison, Sophia dit que tout a commencé avec la fatigue. Celle qui accompagne les tournages longs, les voyages incessants, les attentes impossibles du milieu artistique. Elle avait besoin de retrait, de silence, de lenteur pour créer. Lui avait besoin d'élan, de mouvement, de stimulation constante. Deux façons de respirer, deux façons d'exister. Pourtant, ils s'étaient toujours respectés. Ce n'était pas le conflit qui les menaçait, c'était l'usure. Ce soir-là, elle revenait d'une journée de repérage pour Lost in Translation. Elle avait vécu un moment de grâce en observant un couple de touristes silencieux dans un hall d'hôtel à Tokyo. Elle voulait le raconter à Spike, partager le détail, l'émotion, la petite étincelle qui devient souvent le cœur d'un film. Il l'écouta, mais son esprit était ailleurs. Fatiguée, préoccupée par un montage qui s'éternisait, elle s'arrêta au milieu de sa phrase. « Je crois qu'il ne m'entendait plus », murmure-t-elle aujourd'hui. Pas par manque d'amour, mais parce que chacun était absorbé par sa propre tempête. Les incompréhensions s'accumulèrent minuscules mais tenaces. Un matin, elle trouva sur la table de la cuisine un mot rapide. « Je suis partie plus tôt. J'ai besoin d'avancer. » Elle comprit. Mais elle aurait voulu une conversation, un geste, une présence. Ce n'est qu'une absence de plus, pensa-t-elle. Et pourtant, les différences artistiques qui les avaient d'abord rapprochées devinrent des zones de friction. Spike cherchait l'expérimentation, la surprise, l'adrénaline visuelle. Sophia cherchait l'intériorité, le silence, l'observation lente des êtres. Deux univers magnifiques, mais difficiles à faire coexister dans le quotidien. Elle dit aujourd'hui, nous étions deux artistes sensibles, mais pas sensibles aux mêmes choses. Une phrase simple, mais qui résume l'essentiel. Mais alors, pourquoi ne pas en parler ? Parce qu'à cette époque, le succès les portait chacun dans une direction différente. Parce que l'un pensait protéger l'autre en parlant moins. Parce que l'autre pensait préserver le couple en ne posant pas de questions. Parce qu'ils avaient peur peut-être de nommer ce qui se fissurait. Les amis proches voyaient bien le changement. Ils arrivaient à des soirées séparément. Ils repartaient plus vite. Ils riaient moins ensemble. Mais personne n'osait intervenir. Le couple Coppola-Jones, dans l'imaginaire collectif, incarnait cette union rare entre deux créateurs singuliers. Pourtant, quelque chose avait déjà cédé. Un soir d'hiver, lors d'un dîner, un ami posa une question innocente. « Alors, vous travaillez sur quelque chose ensemble ?» Ils se regardèrent quelques secondes, un regard long, trop long. Elle répondit « Non, pas en ce moment ». Lui ajouta « On verra ». C'était anodin. Et pourtant, c'était tout. Ce soir-là, en rentrant, ils marchèrent l'un à côté de l'autre sans parler. La lumière des lampadaires découpait leurs silhouettes, mais elles semblaient avancer à des rythmes différents. Sophia dira plus tard « Je crois que c'est ce soir-là que j'ai compris. Nous étions toujours ensemble, mais plus alignés. Mais alors,
Qu'est-ce qui les retenait encore? L'affection, bien sûr. Les souvenirs partagés. Et cette croyance naïve que l'amour créatif pouvait tout réparer. Pourtant, les silences se firent plus lourds. Les retours à la maison de plus en plus tardifs. Les projets de chacun devinrent des refuges puis des frontières. Sophia travaillait sur Lost in Translation, un film marqué de solitude, de distance, de non-dit. Spike lui poursuivait sa propre quête artistique. Ils ne s'en rendaient pas compte, mais leurs œuvres respectives étaient déjà en train de raconter leur séparation future. Ce soir-là, le dernier, avant que tout ne bascule, ils dînèrent ensemble dans un restaurant discret. Personne ne se souvient du menu. Mais tous les deux se souviennent du silence. Un silence épais, poli, presque tendre, mais qui disait tout. La caméra, si elle était là, se serait peut-être approchée lentement du visage de Sophia, parce que dans ses yeux, il y avait déjà la suite. Une suite qu'elle n'avait pas encore la force de nommer. Il y a des ruptures bruyantes, celles qui éclatent, qui claquent, qui laissent des traces visibles. Et puis il y a celles qui s'effondrent en silence, celles où personne ne crie, où personne ne claque la porte, parce que la porte était déjà entrebâillée depuis longtemps. Pour Sophia et Spike, tout s'est joué sans drame, sans scène, sans violence. Et c'est peut-être cela justement qui rend l'histoire si douloureuse. Ce matin-là, elle se réveilla dans un appartement trop calme. Spike était parti tôt comme souvent. Sur la table du salon, un script à noter traînait encore ouvert à une page où l'on lisait une phrase soulignée. « La distance n'est pas géographique. Elle est émotionnelle. » Ce fut le premier choc minuscule mais clair. Elle comprit que cette phrase ne concernait pas seulement un personnage fictif. Mais alors, à quel moment avait-il cessé d'être deux? La crise ne fut pas un événement, pas un scandale, pas une trahison. Elle fut une accumulation, une fatigue, une lucidité trop tardive. Sophia raconte qu'elle passait ses journées plongée dans Lost in Translation, entourée de questions sur la solitude moderne. Le paradoxe était cruel. Elle explorait dans son film cette sensation d'être presque avec quelqu'un, et pourtant si loin. Et chaque soir, en rentrant, elle retrouvait précisément ce sentiment-là. Elle dit « Aujourd'hui, nous étions devenus des étrangers qui se reconnaissaient encore, mais à peine. » Pourtant, elle n'osa rien dire. Parce que mettre des mots dessus, c'était sceller quelque chose qu'elle n'était pas prête à perdre. Parce que la douleur la plus difficile n'est pas celle qui éclate, mais celle qui couve. Un soir, Spike rentra plus tard que d'habitude. Il posa ses clés sans bruit, s'assit à côté d'elle et resta immobile. Ils se regardèrent en longtemps comme deux acteurs qui connaissent que leur réplique, mais refusent de la prononcer. Il y avait une tristesse dans ses yeux, raconte Sophia, comme s'il savait que la fin approchait, mais qu'il espérait encore retarder le moment. Ce soir-là, ils parlèrent peu, quelques phrases hésitantes, quelques tentatives de se rejoindre. Puis un silence long, dense, presque physique. Et c'est dans ce silence que tout s'est décidé. Pas un mot de trop, pas un reproche. Juste une prise de conscience, ils ne savaient plus comment continuer. Le lendemain, ils eurent cette conversation que l'on redoute tous. Elle commença avec douceur, presque avec tendresse. Rien qui ressemble à un adieu cinématographique. Sophia dit « On ne peut plus faire semblant ». Spike répondit simplement « Je sais ». Et ce « je sais » fut un coup de tonnerre silencieux. Il n'y eut pas de scène d'adieu. Pas de valise jetée. Pas de porte qui claque. Il y eut plutôt une lente dissolution. Comme deux silhouettes qui s'effacent dans un brouillard qu'elles n'ont pas vu venir. Les proches furent surpris. La presse parla d'incompatibilité artistique. Certains évoquèrent des raisons inventées. Mais la vérité, la seule, était plus simple et plus cruelle. Ils n'avaient pas su préserver cet espace commun où deux sensibilités pouvaient respirer ensemble. Pourtant, même dans la rupture, il y eut une forme de respect. Spike l'encouragea dans la promotion de son film. Elle suivit avec une émotion discrète les projets qu'il lançait. Ils se séparèrent sans haine, mais avec un manque. Un manque long silencieux qui ne ressemblait pas à un regret mais à un constat. La crise ne fut pas spectaculaire. Elle fut intérieure, profonde, intime. Elle transforma leur vie mais surtout leur art, car après leur séparation, leurs œuvres changèrent. Les films de Sophia gagnèrent encore en délicatesse, en mélancolie, en attention aux âmes blessées. Les projets de Spike explorèrent plus frontalement la solitude, la relation à soi, le besoin d'être compris. Deux trajectoires qui continuèrent à se croiser, mais seulement dans les thèmes, jamais dans la vie. Et la voix off ici ralentit. Parce qu'il y a une image que Sophia décrit et qui résume tout. Je me souviens du jour où il est parti avec son sac. Il a fermé la porte doucement, trop doucement, comme s'il ne voulait pas la déranger. Ce geste tendre et tragique fut pour elle le vrai adieu. La rupture, au fond, n'a pas été un acte. Elle a été une respiration. Une dernière respiration ensemble avant deux silences séparés.
Après une séparation, il y a toujours deux silences. Celui que l'on montre calme, maîtrisé, presque digne. Et celui que l'on garde chaotique, fragile, rempli de questions auxquelles personne ne répond. Pour Sophia, les mois qui suivirent la rupture furent faits de ces deux silences. À l'extérieur, elle avançait concentrée, appliquée, presque sereine. Mais à l'intérieur, il fallait tout réapprendre. Les tournages, les festivals, les interviews, tout cela continua. Le monde ne s'arrête jamais pour accompagner une peine intime. Elle terminait Lost in Translation avec une lucidité nouvelle presque douloureuse. Je ne savais pas encore que je mettais ma vie dans ce film, avoue-t-elle aujourd'hui. Et pourtant, chaque plan, chaque pose, chaque regard perdu de Bill Murray ou de Scarlett Johansson résonnait avec ce qu'elle vivait elle-même, cette recherche d'un lien. Cette impossibilité à nommer le manque, cette solitude douce amère qui devient un territoire. Mais alors, comment se reconstruit-on lorsque la douleur n'a pas de forme? En avançant simplement, en travaillant, en acceptant que rien ne reviendra comme avant. Sophia trouva refuge dans l'écriture. Elle remplissait des carnets de notes, parfois de simples phrases, parfois de réflexions sur ce qu'elle croyait connaître de l'amour. « J'écrivais pour comprendre », dit-elle. Non pas pour réparer, car on ne répare pas un passé, mais pour lui donner un sens. Son entourage la soutenait avec une discrétion admirable. Une amie proche se souvient, elle parlait peu, elle écoutait beaucoup, et parfois, sans prévenir, une larme coulait. Pas de tristesse aiguë, plutôt un constat, celui d'une page tournée trop tôt. De son côté, Spike vivait aussi sa propre traversée. Il se lança dans de nouveaux projets, cherchant peut-être lui aussi à mettre des mots visuels sur ce qu'il ressentait. Les interviews de l'époque montrent un homme sincère, touché, encore attaché, mais conscient que l'histoire avait suivi une trajectoire inévitable. Il dira plus tard dans un entretien rare « On se séparait, mais je continuais de l'admirer ». Une phrase simple mais lourde de respect. Malgré la distance, malgré les vies qui reprenaient leur forme, ils ne se transformèrent jamais en étrangers. Il y eut des messages parfois espacés, des félicitations discrètes lorsqu'un film sortait, des encouragements sans insistance, un lien ténu mais réel comme deux lignes qui ne se croisent plus, mais qui continuent de se répondre. Pourtant, l'apaisement ne fut pas immédiat. Sophia devait apprendre à exister seule, à porter son nom sans se cacher derrière une relation ou un duo artistique. Elle dit aujourd'hui que ces années furent un apprentissage de soi. Elle apprit à dire non, à poser ses limites, à ne plus s'excuser d'être lente, d'être douce, d'être silencieuse, à comprendre que sa façon d'être au monde n'était pas un défaut, mais une force. C'est aussi durant cette période qu'elle trouve une stabilité nouvelle, une maturité presque palpable dans ses choix artistiques. Marie-Antoinette puis Somewhere portent en les traces de cette reconstruction intérieure des films sur la solitude, la recherche d'identité, le besoin d'un espace personnel. Chaque œuvre semblait dire « j'avance, je me retrouve, j'apprends à respirer autrement ». Dans les interviews, elle ne critiqua jamais Spike. Pas une seule fois. Elle ne parla que de ce qu'ils avaient construit, de ce qu'ils avaient tenté de préserver, de ce que l'un avait apporté à l'autre. Il a compté. Il compte encore d'une certaine manière, murmure-t-elle aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce qui reste après la tempête? Pas la colère, pas le regret, seulement une mémoire apaisée. Une mémoire qui nourrit les films. Une mémoire qui adoucit les gestes. Une mémoire qui pousse à dire la vérité doucement quand le temps finit par ouvrir cette porte. Sophia, à 54 ans, regarde cette période sans trembler. Elle y voit une étape, une brèche qui lui a permis de devenir l'artiste qu'elle est. Elle dit « la peine s'estompe, la gratitude reste ». Et dans cette phrase, il y a tout la maturité, l'acceptation, la certitude que chaque rupture aussi silencieuse soit-elle laisse derrière elle une lumière que l'on n'attendait pas. Il arrive un moment où le passé cesse d'être une douleur et devient une phrase que l'on peut enfin prononcer. Pour Sofia Coppola, ce moment est venu tard, très tard. À 54 ans, elle accepte enfin de dire ce qu'elle n'avait jamais formulé, ni à la presse, ni aux proches, ni même à elle-même. « Je n'ai pas compris Spike. Et il ne m'a pas comprise. Mais la vraie faute, c'est que je n'ai jamais osé lui dire ce que je ressentais vraiment. » La voix off s'arrête ici. Un silence, un long silence. C'est cette absence de mots, beaucoup plus que la séparation, qui a marqué son histoire. Sophia raconte que pendant des années, elle s'est réfugiée dans l'idée que la douceur suffisait, que l'attention silencieuse était un langage. Mais aujourd'hui, elle avoue « j'avais peur de déplaire, peur de demander, peur d'être trop ». Une confession rare, désarmante, qui dévoile la fragilité qu'elle avait toujours cachée derrière la pudeur. Mais alors, de quoi avait-elle peur exactement? Elle raconte un souvenir très précis. Un jour, alors qu'ils étaient encore ensemble, elle avait voulu lui dire qu'elle se sentait seule, vraiment seule. Elle avait préparé la phrase mentalement.
Elle l'avait répété. Mais au moment de parler, elle s'était tue. Je pensais que cela le blesserait. Je préférais me blesser moi-même. Cette phrase, dit-elle aujourd'hui, est peut-être le cœur de son aveu. Pourtant, elle ne lui reproche rien. Au contraire. Ce qu'elle révèle avec une douceur presque bouleversante, c'est qu'elle admirait Spike au point de croire qu'elle devait se faire plus petite pour que leur monde s'accorde. Il allait vite. J'allais lentement. Et je n'ai jamais osé lui demander de ralentir. Elle aurait voulu dire « Reste, écoute-moi, j'ai besoin de toi ». Mais elle ne l'a jamais dit. Pas par orgueil, pas par stratégie, par peur de faire basculer quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer. Et c'est ici que la révélation devient plus profonde. Sophia explique qu'une partie de Lost in Translation vient de cette incapacité à parler. J'ai mis dans le film ce que je ne savais pas dire dans la vie. Chaque silence du film, chaque hésitation, chaque regard perdu. Tout cela était d'une certaine manière une lettre qu'elle n'a jamais envoyée. Elle poursuit la voix presque cassée. Quand Charlotte dit « Je me sens seule même quand je suis entourée », c'était moi. Cette phrase aujourd'hui la suit encore. Elle ne l'avait jamais avouée publiquement jusqu'à maintenant. Mais alors, pourquoi parler aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Elle répond en regardant loin devant elle comme si elle parlait plus autant qu'aux journalistes. Parce que je n'ai plus honte d'avoir été fragile. Parce que mes filles méritent de savoir que la douceur n'est pas une faiblesse. Et parce que Spike, je crois, mérite de connaître cette vérité-là. Un autre silence, plus lourd. Plus nu. Puis elle ajoute comme si elle déposait enfin un poids ancien. Je l'ai aimé avec délicatesse. Mais pas avec honnêteté, pas assez. La révélation ne concerne donc pas seulement ce qu'elle n'a pas dit. Elle concerne ce qu'elle n'a pas su recevoir. La manière dont elle s'est effacée par crainte, par pudeur, par désir de préserver une harmonie fragile. Elle murmure « On croit qu'aimer, c'est s'adapter. » Mais parfois, aimer, c'est dire « J'existe aussi ». Ces mots-là, elle ne les avait jamais prononcés, ni devant une caméra, ni dans un livre, ni même dans l'intimité d'une conversation tardive. C'est ici que la voix off ralentit encore, car Sophia ajoute une phrase qui résonne comme une vérité définitive. S'il y a quelque chose que je regrette, ce n'est pas la fin, c'est le silence. Et soudain, toute l'histoire prend d'une autre couleur. La rupture n'a pas été une défaite. La douleur n'a pas été un échec. La distance n'a pas été une trahison. La vraie blessure et la vraie révélation, c'est ce qu'elle n'a jamais su formuler lorsque le temps lui offrait encore la chance de le faire. Aujourd'hui, elle n'accuse personne. Elle ne corrige rien. Elle raconte. Juste ça raconter pour transformer le passé en lumière, pour accepter ce qui fut, pour reconnaître enfin ce qu'elle n'a jamais dit. Il y a des histoires qui ne se referment jamais vraiment. Elles s'apaisent simplement. Elles trouvent une forme nouvelle, discrète, presque imperceptible, mais qui continue d'exister dans les interstices d'une vie. Pour Sofia Coppola, ce chapitre appartient désormais au passé, mais il n'a rien perdu de sa douceur. Elle ne parle plus de douleur ni de manque, elle parle de chemin. On ne revient pas en arrière, mais on peut regarder autrement. Cette phrase résume ce qu'elle est devenue, une femme qui comprend que certaines relations ne sont pas faites pour durer mais pour transformer. Spike Jonze, de son côté, suit sa trajectoire sensible, inventive, fidèle à ce regard singulier qui traverse ses films. Ils ne sont plus des compagnons, mais ils ne sont pas étrangers non plus. Deux artistes qui se connaissent trop bien pour s'oublier, pas assez pour se rejoindre de nouveau. Dans une interview récente, lorsqu'on lui demande ce qu'elle garde de ces années, Sophia répond doucement « Une tendresse ». Rien d'autre, rien de moins. Pas de nostalgie, pas de regret. Juste cette tendresse qui survit à la tempête comme une lumière tenue au creux de la main. La caméra, si elle existait, ne filmerait plus les visages. Elle s'arrêterait sur des gestes simples, une page tournée, une tasse posée, un carnet refermé. Elle capterait ce calme qui succède aux grandes douleurs, ce moment où l'on comprend que les blessures ne disparaissent pas mais cessent de faire mal. Sophia aujourd'hui avance. Elle crée, elle élève ses filles. Elle trouve un rythme qui lui ressemble enfin. Elle regarde son passé non pas comme un lieu où elle s'est perdue, mais comme un passage. Elle dit « Si je n'avais pas traversé cela, je ne serais pas moi ». Et il n'y a rien à ajouter. L'histoire ne cherche pas de morale. Elle ne cherche pas d'explication. Elle laisse simplement une trace fine, profonde, humaine. La voix off ralentit une dernière fois. On imagine Sophia dans son bureau, entourée de photos, de scénarios, de petits objets qui ont accompagné sa vie. Elle se lève, range un dossier, ouvre la fenêtre. Le monde continue, doucement sans insister. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.